On se retrouve dans notre cadre, notre espace pour analyser les questions d'actualité parce que vous savez, en tout cas, c'est ici. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Nous allons vous remercier parce que vos interventions suite à notre numéro d'hier nous ont vraiment marqué. Nous avons mis l'accent sur la réhabilitation, sinon l'assainissement de la ville, province de Kinshasa. Nous sommes interrogés depuis tous ces temps, depuis la saison sèche, depuis qu'elle a commencé. Nous n'avons pas vu véritablement le lancement des travaux et le questionnement était comment ça va se passer pendant la saison de pluie qui s'annonce déjà parce que nous sommes pratiquement à la fin du mois d'août, mois de septembre, c'est les pluies qui vont commencer. Et voilà, aussi le plan présenté par le gouverneur, nous avons donné nos points de vue et à travers ce point de vue, nous avions eu également vos réactions et pour ça, ça nous a trop marqué et nous vous remercions. En tout cas, merci. Aujourd'hui, c'est notre jour avec d'autres réalités. Nous commençons par la lecture de la disposition de la Constitution. Comme toujours, aujourd'hui, nous prenons l'article 58. Tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales. L'État a le devoir de les redistribuer équitablement et de garantir le droit au développement. Nous évoquons cette question parce que, vous savez, c'est depuis hier qu'un forum du génie scientifique congolais a été ouvert par le président de la République au Palais du Peuple. Les entrepreneurs congolais ont exposé ce qu'ils ont comme potentialité. Et cela avec objectif, bien entendu, de faciliter le développement au pays. Et à chaque fois, nous avons l'habitude de tendre la main à l'extérieur. On croit que ce que l'autre fait, c'est ce qui est meilleur. Et alors que ce que nous faisons est aussi plus meilleur. Et voilà, c'est par rapport à ça que nous avons choisi cette disposition de la Constitution. Et donc, c'est en rapport avec le forum du génie scientifique congolais qui a ouvert ses travaux depuis hier par le président de la République. L'autre question, c'est les vacances parlementaires, parce qu'on parlait du Palais du Peuple. Les parlementaires, les députés nationaux comme les sénateurs, il a été prévu, oui, vous avez un temps de travail, vous avez des sessions ordinaires où vous allez voter des lois, où vous allez contrôler et vous avez ce temps de travail pratiquement et généralement 3 mois. Et au bout de ces 3 mois, vous devez aller maintenant rendre compte à vos différentes bases. Avoir les désidérata de vos différentes bases. Et ce temps s'appelle les vacances parlementaires, où le député national, où le sénateur échange maintenant avec sa base, comprend les difficultés de sa base et ramène ces difficultés à l'Assemblée nationale à travers un rapport qu'il présente maintenant au bureau de l'Assemblée. S'il y a nécessité qu'on transforme certains besoins en termes de propositions de loi, le député national peut le faire. Si il y a seulement besoin de faire pression maintenant aux gestionnaires actifs, ça veut dire au gouvernement par exemple, pour que certaines réalisations soient faites dans ces bases-là, il peut le faire en termes de contrôle parlementaire. Il y a des procédures à initier auprès de l'exécutif pour que les réalisations soient faites à l'intérieur du pays, à travers nos différents territoires. Les députés et sénateurs descendent dans leurs bases respectives. Et ce temps s'appelle vacances parlementaires. Et souvent, on sait voir un député qui réellement a été élu. Il n'a pas fraudé, il n'a pas triché les voix. C'est à travers l'accueil de cette population, de cette base. Quel genre de connexion le député ou sénateur a avec sa base?
quel genre de considération il bénéficie maintenant de sa base. Et cela se jauge pendant les vacances parlementaires. Il y a certains députés qui ne descendent pas dans leur base parce que simplement ils savent comment ils ont été élus. Ils disent, bon, on s'en fout, on n'en peut rien. J'ai mon mandat, ça s'arrête là, c'est fini. D'autres par contre, se sentent redevables, obligés de travailler pour leur base et descendent. Ça, nous allons encourager les députés qui descendent. Le cas à l'illustration aujourd'hui, c'est la descente ou les vacances parlementaires du député national Daniel Aselo-Kito Akoy. Il s'est déplacé hier, jeudi. Il est arrivé à Lodja, à l'aéroport de Lodja. Il fallait voir comment les gens se sont mobilisés pour son accueil. On va l'accueillir, ils vont faire les pieds. Le secrétaire général adjoint de l'UDPS en charge des questions juridiques et stratégiques, Daniel Aselo, c'est de lui qu'il s'agit, va échanger avec sa base. Ils vont se retrouver, parce qu'ils ne sont pas allés au stade Lumumba à Lodja. Je ne sais pas si les travaux se font, parce que je constate aujourd'hui que les députés qui descendent ne passent pas par là. Il y a un rond-point vers le quartier officier, quartier, je crois, Ouala. Non loin du siège d'ailleurs de l'UDPS. Et c'est là qu'il va échanger maintenant avec sa base. Le message est la paix. Le message est nous devons nous battre pour le développement de notre territoire. Le message est nous devons accepter la cohabitation. Le message est nous devons accepter la diversité. Le message est nous devons s'opposer à la dictature, aux impositions. Le message est nous devons réunir les énergies. Il faut trouver une certaine synergie pour que ce que nous avons comme difficulté trouve solution à travers les différents lobbying, à travers les petites forces qui, au nom de l'addition, peuvent faciliter la réalisation de certaines questions qui sont en fait les attentes de la population. Et voilà, j'aimerais que vous puissiez observer un peu ce qui s'est passé, son accueil à partir de l'aéroport jusqu'au lieu du meeting. Voilà, je pense que vous devez aller, monsieur le député national Daniel Aselo-Kito Akoy, à l'intérieur aux différents villages. J'ai vu les poteaux pour éclairer certains villages déjà achetés avec les lampes à partir d'ici. Je dis bravo, les premières vacances parlementaires donnent des bons signaux. Ça, nous vous encourageons à aller jusqu'au fond des petits villages. C'est là que
nos populations souffrent beaucoup. Votre assistance sera alors la bienvenue. Je crois que vous allez imprimer cette fois-là la différence comparativement bien entendu, à ceux qui vous ont précédé, peut-être qui ne voulaient pas souvent descendre, échanger ou communier avec ces gens qui, généralement, vous font roi. En tout cas, merci. Les vacances parlementaires. L'autre question, c'est les alertes à l'est de la République par la population. Depuis 2 jours, ils parlent de l'arrivée de 9 camions des militaires rwandais à Kirumba. Là, nous sommes dans le territoire de Lubero. Et aussitôt arrivés, ils ont attaqué la position des Wazalendo dans certaines localités, Kikuvo et Katwe, toujours à Lubero. Et le M23 continue, le Rwanda alors, à se mobiliser pendant ce temps où on prétexte avoir le cessez-le-feu. Le Rwanda, visiblement, ne respecte pas ce cessez-le-feu. Alors que nous avons suivi l'interview du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, il avait dit ceci. Ce cessez-le-feu, ce n'est pas nous qui avons demandé, c'est le Rwanda qui avait demandé. Et le Rwanda a posé le problème aux États-Unis, aux Américains, et les Américains nous ont imposé. Alors maintenant, comment comprendre les mêmes qui ont réclamé qu'on cesse un peu les hostilités, les mêmes soient les premiers à violer cela. Et nous qui, au départ, ceci n'était pas notre préoccupation, et nous continuons d'observer pendant que le Rwanda lui-même qui a réclamé le cessez-le-feu ne respecte pas, mais nous qui ne voulions pas, qui n'avions pas l'idée de cessez-le-feu, nous sommes les champions à pouvoir respecter. Et pourtant, je vous avais expliqué avant-hier les relations qu'il y a entre les démocrates aux États-Unis, au pouvoir aujourd'hui, et le Rwanda sur cette question de la République démocratique du Congo. Je crois qu'il faudrait qu'on change de paradigme pour cette question. Nous sommes très observateurs. Nous devons plutôt agir. Nous ne pouvons pas continuer à encaisser. Ce n'est pas très bon. Et donc, vous comprenez ici les alertes de la population. Le Rwanda se mobilise. L'objectif, le prétexte de ce temps mort sans guerre, c'est de renforcer maintenant ses capacités militaires. Est-ce que nous n'avions pas compris cela depuis longtemps? Je crois que nous avions compris. Alors, quelle est la position que nous avons prise? J'ai aimé la réaction du vice-ministre de la Justice. Il dit, il avance même la date, mais nous allons le suivre de près. À partir du 16 septembre prochain, il y aura ouverture de l'audience publique contre le Rwanda devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et alors, il y aura quoi? Il y aura des sanctions? Il y aura des pénalités, il y aura des interdictions. Bon, je ne sais pas. Parce qu'apparemment, cette cour, je cherche à comprendre sa capacité à pouvoir contraindre, par exemple, un État comme le Rwanda à ne pas faire ce qu'il fait. Est-ce que c'est la cour la mieux choisie pour revendiquer notre cas, où nous avons enregistré autant de milliers de personnes fauchées? C'est dans cette cour, si c'est bon, nous encourageons. Mais nous souhaitons, nous avions bien voulu que ce soit encore une autre instance plus coriace. Mais quelle est cette instance à partir du moment où la Cour pénale internationale, c'est la poche de l'ONU et la guerre que nous connaissons,
parmi les instigateurs, c'est votre ONU et les États-Unis. Les États-Unis, ici, je prends les démocrates. Mais à tout état de cause, nous essayons d'encourager, et nous allons voir maintenant, le 16 septembre, ce n'est pas très loin. Qu'est-ce qu'il va se passer et quel sera l'espoir à travers cette audience qui sera publique pour les Congolais afin d'espérer quelque chose contre les Rwandais qui n'ont su que nous massacrer depuis tous ces temps. Parce qu'on parle de justice, le procureur général de la Cour de cassation, Firmin Mvombi, est attaqué par un collectif d'avocats qui l'accuse d'avoir ordonné la démolition de plus de 400 maisons sur base d'une simple réquisition d'informations. Si cela est vrai, comme disent les avocats à travers leur plainte, la plainte est là, d'ailleurs, vous voyez. Nous avons estimé que c'est très grave parce qu'on ne peut pas procéder à la démolition par une simple réquisition d'informations. Vous devez affronter les sources. Vous devez être à mesure d'appliquer la méthode dialectique, avoir le pour, avoir le contre, et rester dans votre intime conviction afin de tirer finalement des conclusions. Mais vous ne pouvez pas aussitôt être saisi par un camp et croire que ce qu'ils vous ont dit c'est vrai et puis bon, passer un acte. Si cela est vrai, monsieur le procureur, nous estimons que ce sera alors une faute. Si vous aurez la possibilité de rectifier, de changer, de modifier, d'arranger les choses, ce serait alors une bonne chose. Alors, maintenant on revient pour aborder la question du forum de génie scientifique congolais. Le chef de l'État a présidé cette séance d'ouverture, nous avons dit à l'Assemblée nationale. Il a visité les stands des inventeurs congolais. Il a été ému. C'est qu'on manquait hier l'encadrement de ces intelligences. Occasion ici de saluer le ministère de Recherche scientifique de l'innovation technologique. Ces intelligences s'éparpillent. Les Congolais à travers le monde, vous allez les retrouver par-ci, par-là, se distinguent. Mais ils ne savent pas se canaliser, ils ne savent pas maintenant se mettre ensemble pour venir aider leur pays. Si aujourd'hui on parvient à capitaliser cet aspect des choses de manière à ce que ces intelligences servent le pays, moi, Pascal, je dis bravo. Parce que de ça, on peut. Il y a beaucoup de génie. Il y a la capacité de créer beaucoup de choses. Regardez le robot qui est ici, qui régule la circulation routière. Mais c'est un Congolais qui l'a fait. D'autres ont plus de capacités de pouvoir transformer ce que nous avons comme potentialité naturelle. Mais le cadre leur manquait. Nous sommes restés depuis longtemps dans la pratique de l'enseignement traditionnel. Et nos professeurs pensent qu'ils sont grands alors qu'ils ne savent que copier ce que les autres ont déjà écrit. Mais si aujourd'hui on doit avoir une autre étape de conception de la notion de la science sur base de la transformation qu'on peut apporter, je crois qu'on peut apporter ou amener une certaine révolution dans notre style d'enseignement. Parce que cette fois-là, nous serons plus pratiques, plus pragmatiques et nous allons cesser de rester théoriques, des théories d'imitation. Nous sommes restés des perroquets, des répétiteurs. Ce que les autres ont dit, nous répétons textuellement et intégralement. Ça, c'est notre style d'enseignement depuis tout ça. Si aujourd'hui, maintenant, on doit encadrer les intelligences vers la transformation, la création, c'est une très, très bonne chose. Mais il y a un fait qui a surpris beaucoup de gens. Vous allez suivre la vidéo. La première ministre échange avec un monsieur. C'est un inventeur aussi, c'est un Congolais. Qui vient ici, il est ici, avec un projet de construire, installer, je ne sais pas, des usines, engager des jeunes Congolais, ainsi de suite.
il présente un projet à la primature. L'un des collaborateurs de la première ministre s'assoit sur le dossier et demande 50 000 $ américains avant que le dossier ne passe. Mais ça fait mal, franchement. Et des cas comme ça, depuis toujours, vous voyez, il y a des bons projets qui viennent pour le pays, mais ça ne va pas jusqu'au bout simplement parce que les gens qui reçoivent ces dossiers donnent beaucoup de conditionnalités qui ne permettent pas aux investisseurs ou le reste de pouvoir avoir le courage de rester dans la démarche pour permettre l'aboutissement du dossier. Et finalement, ils se sentent découragés, ils y repartent. Pascal, j'en connais quelque chose. Je suis allé en Bulgarie. C'était pour des raisons de mission de service. Dans le cas c'est d'acheter, je vous le dis ici, d'acheter les anti-émeutes pour la police. Nous avions la délégation de l'état-major de la police, excusez que je dise comme ça pour que vous compreniez, de la police, des responsables, nous sommes allés. Pas seulement là-bas, dans d'autres pays également. Ces investisseurs sont venus, le rapport a été présenté, mais pour qu'on réalise cela, il y a eu des exigences et des exigences, jusqu'à ce qu'ils se sont fatigués, ils ont été déçus, ils sont repartis. Des cas comme ça sont légion. Et pourtant, c'était des bons projets pour doter notre police des anti-émeutes qui ferait qu'ils soient à mesure de maîtriser des foules, par exemple. Ils soient à mesure de sécuriser les personnes et leurs biens. Mais malheureusement, pour des questions si importantes comme celle-là, et voilà, dans certains niveaux, on voulait l'argent, et parce qu'on voulait l'argent, et on avait bloqué des dossiers. De tels dossiers sont nombreux, on bloque, parce que simplement, il faut conditionner avant que le dossier ne passe. Nous vous remercions. Et voilà, notre émission d'aujourd'hui a plus mis l'accent sur les vacances parlementaires, le génie congolais aujourd'hui, valorisé par le président de la République, très bonne chose. Nous avons insisté à cette question de l'Est, où nous savons que nous sommes attaqués par le Rwanda. Le Rwanda continue à renforcer ces éléments, mais nous ne savons que dénoncer, nous ne savons que crier, mais nous ne savons pas trouver solution qui ferait que nous puissions sécuriser cette fois-là définitivement nos frères et sœurs qui périssent à l'est du pays. Mais je sais et je suis convaincu que l'armée continue à se préparer et sûrement il y aura des assauts d'ici quelques temps lorsque on va lancer les opérations. En tout cas, merci. À la prochaine.